Bienvenue dans cette troisième séance consacrée à la séquence 10 du programme d'histoire des classes de troisième, intitulée La guerre froide. Après avoir planté le décor spatial avec une carte du monde bipolaire, c'est-à-dire coupé en deux par la guerre froide au milieu des années 1950, et après avoir ensuite précisé quelques-unes des dates marquantes de la séquence, après avoir aussi identifié quelques-uns des acteurs majeurs de la guerre froide, place aujourd'hui à l'histoire des arts qui va nous permettre de découvrir la guerre froide et ses enjeux sous un angle original, puisque nous allons le voir, sous un angle artistique, avec quelque chose qui devrait vous plaire, qui devrait vous parler, puisque nous allons parler de Captain America. Grand C, fantasmer la guerre froide avec Captain America. En quoi ce personnage de super-héros américain est-il révélateur du climat de guerre froide entre États-Unis et Union soviétique? Alors, quelques explications sur le titre et sur le choix du verbe fantasmer. Un fantasme, c'est quelque chose que l'on imagine, que l'on espère ne pas se voir se réaliser. Et avec Captain America, on est tout à fait dans la fantasmagorie, c'est-à-dire que les États-Unis se considèrent comme assiégés par le communisme et même, et c'est plus grave, envahis, partiellement envahis par le communisme. Et heureusement que Captain America est du bon côté de la barricade. Heureusement que Captain America est là pour sauver le monde libre de la menace communiste. Voilà, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce titre de Fantasmer la guerre froide. Avec Captain America, la guerre froide dans l'imaginaire des adolescents et des jeunes adultes qui vont lire ces aventures, eh bien la guerre froide devient tout de suite beaucoup plus menaçante, beaucoup plus concrète, much exciting, comme on dit outre-Atlantique. Vous avez sous les yeux l'objet artistique qui constituera le centre, l'objet d'étude de notre séance, à savoir la couverture d'un magazine pour la jeunesse des États-Unis, magazine qui s'intitule Captain America, qui est donc dédié aux aventures du super-héros américain. Et il s'agit de cette littérature populaire plutôt ciblée vers la jeunesse, vers l'adolescence ou les jeunes adultes. Cette littérature très bon marché, constituée de bandes dessinées et qu'aux États-Unis on appelle comics. Les comics, ce sont les bandes dessinées, alors que les cartoons sont les dessins animés. Et là, on est au départ dans ce qu'on peut appeler la bande dessinée bas de gamme, puisque Captain America et les autres bandes dessinées de ce genre sont reléguées dans le classement des pulp fiction, c'est-à-dire ces histoires qui sont imprimées sur de la pulpe de bois. Autrement dit, du papier de très très mauvaise qualité, du papier recyclé avec des taches, mais ça n'est pas grave parce que le but c'est d'offrir une distraction pour quelques centimes, 10 centimes de dollars, c'est très bon marché. Une fois lu, une fois jeté à la poubelle, et il faut reconnaître que les ados, les adultes qui ont eu l'excellente idée de conserver
leur collection, au lieu de la balancer à la poubelle, sont aujourd'hui potentiellement très riches parce que vous avez aujourd'hui des collectionneurs, hein, des fans absolus qui sont prêts à dépenser des milliers d'euros, voire davantage, pour un exemplaire en parfait état, si possible évidemment, de leur magazine préféré, parce qu'aujourd'hui évidemment ils sont devenus introuvables, hein. Et vous avez ici donc le numéro 78 du mensuel, puisque la parution de Captain America est mensuelle, le numéro de septembre 1954. Alors déjà ça permet de situer un peu dans le temps. On est une dizaine d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est à peu près au moment d'ailleurs où se situe la carte que nous avons réalisée en séance 1. Et on est donc quelques mois après la mort de Joseph Staline et l'on est en pleine guerre froide. Avant d'aller plus loin dans l'analyse de cette œuvre, de cet objet artistique, de cette œuvre d'art, quelques mots sur Captain America, qui est donc un super-héros de bande dessinée créé par le dessinateur Jack Kirby et le scénariste Joe Simon. Il évolue dans l'univers des Marvel Comics, hein, qui vous est certainement beaucoup plus familier qu'à moi. Ce personnage apparaît pour la première fois dans le comic book Captain America numéro 1, celui qui doit, à mon avis, doit être le plus cher aujourd'hui parce que le plus difficile à trouver, et qui date de décembre 1940. C'est-à-dire que Captain America est né au début de la Seconde Guerre mondiale. Alors décembre 1940, la France était vaincue, envahie, occupée par le Troisième Reich, mais je vous le rappelle, les États-Unis d'Amérique n'étaient pas encore en guerre, hein, puisqu'ils ne seront en guerre qu'un an après la naissance officielle de Captain America. Alors juste un petit mot sur la genèse de Captain America. Bon, il n'est pas le premier super-héros, hein, puisque avant lui, quelques années avant lui, est né Superman, ce qui a peut-être d'ailleurs donné des idées à Kirby et Simon. Par contre, il est clair que Captain America fait partie de cette longue lignée de héros qui vantent, sans forcément le montrer de manière très explicite, ce qu'on appelle le rêve américain, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, tout est possible. Au pays de la libre entreprise, du libéralisme, tout est possible et les rêves les plus fous peuvent se réaliser. Vous avez donc un jeune homme qui veut s'engager dans l'armée américaine pour servir son pays, hein, pressentant probablement la guerre à venir contre les Japonais et contre le Troisième Reich. Mais le Steve Rogers, malheureusement pour lui, que voulez-vous, il n'est pas en bonne santé, il est malingre, il est épais comme mon petit doigt, donc il subit l'humiliation, l'affront d'être refusé. Il ne sera jamais soldat des États-Unis. Heureusement pour lui, il va croiser un scientifique qui vient d'inventer une sorte de potion magique, hein, c'est une sorte de panoramix des temps modernes, qui va faire de lui, comme ça, d'un côté presque magique, sur un claquement de doigts pratiquement, il va en faire un colosse absolument indestructible. Comme quoi, si la Providence est avec vous, si vous êtes né sous une bonne étoile, eh bien aux États-Unis, rien n'est impossible. Et même de faire d'un freluquet un colosse. Et Steve Rogers, qui symbolise non seulement le rêve américain, mais aussi le patriotisme américain, va donc se mettre au service de son pays, hein, et va combattre les Japonais, mais aussi les nazis, et vous le voyez en train d'abîmer le portrait du Führer
dans cette bande dessinée. Donc vous voyez, là on est véritablement dans la dimension du fantasme, parce que vous pouvez chercher longtemps dans les manuels d'histoire, vous n'entendrez jamais parler d'une confrontation musclée entre Hitler et Captain America. Hein. Il faut y voir par procuration la future victoire des États-Unis sur le Troisième Reich, effectivement, mais bon, ça n'est pas à prendre au pied de la lettre. Alors, après avoir combattu l'ennemi japonais puis l'ennemi nazi, eh bien Captain America va évidemment changer d'adversaire, hein. Il va se mettre à combattre les communistes. Bon, faut dire qu'il est équipé pour ça, puisque outre le fait d'avoir donc un physique de colosse, il porte avec lui un bouclier qui d'ailleurs changera de forme au cours des époques, comme vous pouvez le voir sur cette image. Hein. Aujourd'hui, son bouclier est rond. Alors là, pour le coup, il l'a emprunté à Astérix. Et ce bouclier est indestructible, puisque composé d'un alliage d'acier et de vibranium, dont la formule, évidemment, est restée secrète. Alors, il est temps de passer à la première étape de la démarche de l'histoire des arts, hein, qui vous êtes rodé maintenant, et vous le savez aussi bien que moi, consiste à dresser la fiche d'identité d'une œuvre au parfum de guerre froide, dans le cas qui nous préoccupe. Donc, à l'aide de ce que je viens de vous dire, à l'aide de ce qui apparaît sur l'écran, je vais vous demander de bien vouloir compléter autant que possible la petite fiche d'identité. Mettez-moi sur pause le temps de faire tranquillement l'exercice. Voici le corrigé. Donc le titre Captain America. Ah oui, alors je ne vous ai pas traduit, c'est vrai, le titre Captain America Commie Smasher. Vous connaissez peut-être le Smashed Potato en anglais. Smashed Potato, c'est la purée de pommes de terre. Donc, Commie Smasher, c'est l'écrabouilleur de coco. Coco au sens de communiste. Voilà, Captain America, c'est celui qui va transformer les rouges, les communistes, les bolcheviks, il va les transformer en purée. En fait, il va les éclater, il va les broyer. Donc les artistes, le scénariste et le dessinateur Jack Kirby et Joe Simon. La nationalité, elle est évidemment américaine, hein, États-Unis. L'année de cette revue et même le mois, c'est septembre 1954. Alors le commanditaire, il s'agit de Marvel Comics, hein, qu'on ne présente plus, hein, puisque aujourd'hui Marvel Comics, c'est plus uniquement l'univers des bandes dessinées ou des dessins animés, mais c'est aussi carrément des films, hein, vous le savez sûrement beaucoup mieux que moi, et vous devez savoir aussi que la licence Marvel a été rachetée, tout comme d'ailleurs la licence Star Wars, par le même propriétaire qui n'est autre que Disney. Nature et genre, eh bien, il s'agit d'une bande dessinée. Et le genre, on peut dire quasiment qu'il s'agit d'une bande dessinée de propagande patriotique. Et oui, parce que dans cette ambiance de guerre froide, il va s'agir de montrer un visage conquérant, rassurant des États-Unis d'Amérique face à l'horrible péril rouge. Bon, les dimensions sont non précisées, mais enfin, bon, hein, vous imaginez bien qu'elles sont à peu près du format A4, hein, c'est le format habituel pour une revue. Et le public, c'est plutôt les adolescents américains, même si on peut lire, j'imagine, Captain America à tous les âges. Ça n'est pas interdit par la loi. Vous avez sous les yeux l'objet artistique qui constituera l'objet d'étude de notre séance, à savoir la couverture,
d'un magazine pour la jeunesse des États-Unis, magazine qui s'intitule Captain America, qui est donc dédié aux aventures du super-héros américain. Et il s'agit de cette littérature populaire plutôt ciblée vers la jeunesse, vers l'adolescence ou les jeunes adultes. Cette littérature très bon marché, constituée de bandes dessinées et qu'aux États-Unis on appelle comics. Hein. Les comics, ce sont les bandes dessinées, alors que les cartoons sont les dessins animés. Et là, on est au départ dans ce qu'on peut appeler la bande dessinée bas de gamme, puisque Captain America et les autres bandes dessinées de ce genre sont reléguées dans le classement des pulp fiction, c'est-à-dire ces histoires qui sont imprimées sur de la pulpe de bois. Autrement dit, du papier de très très mauvaise qualité, hein, du papier recyclé avec des taches, mais ça n'est pas grave parce que le but c'est d'offrir une distraction pour quelques centimes, hein, 10 centimes de dollars, c'est très bon marché. Une fois lu, une fois jeté à la poubelle, et il faut reconnaître que les ados, les adultes qui ont eu l'excellente idée de conserver leur collection au lieu de la balancer à la poubelle sont aujourd'hui potentiellement très riches parce que vous avez aujourd'hui des collectionneurs, hein, des fans absolus qui sont prêts à dépenser des milliers d'euros, voire davantage, pour un exemplaire en parfait état, si possible évidemment, de leur magazine préféré, parce qu'aujourd'hui évidemment ils sont devenus introuvables. Hein, et vous avez ici donc le numéro 78 du mensuel, puisque la parution de Captain America est mensuelle, le numéro de septembre 1954. Alors déjà ça permet de situer un peu dans le temps. On est une dizaine d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est à peu près au moment d'ailleurs où se situe la carte que nous avons réalisée en séance 1. Et on est donc quelques mois après la mort de Joseph Staline et l'on est en pleine guerre froide. Alors, avant d'aller plus loin dans l'analyse de l'objet artistique, comme il est en langue américaine, il faut peut-être que je vous traduise la couverture. Donc, je viens de le dire, Captain America Comic Smasher, on peut le traduire par Captain America, l'écrabouilleur de coco. Et puis après, vous avez deux phylactères, deux cases en rouge, en lettres blanches majuscules sur fond rouge. Sauras-tu supporter autant de suspense et d'action? Ça, c'est pour How much suspense and action can you stand? L'idée, voilà, c'est d'attirer le lecteur, hein, de le faire mordre à l'hameçon de l'histoire, hein, de lui donner envie de dévorer le recueil, le fascicule. Et ensuite, si Captain America defy the communist hordes, admire Captain America en train de défier les hordes communistes. Donc on voit tout de suite, quand on utilise le terme de horde, hein, tout de suite ça évoque le champ sémantique de la barbarie. Donc on voit très bien qu'on va avoir un combat entre le bien et le mal, un combat manichéen, un combat entre la civilisation et la barbarie. Alors, la traduction littérale ayant été assurée par mes soins, nous allons maintenant pouvoir passer à la description et à l'analyse d'une œuvre, ma foi, emblématique de la guerre froide. Et je vais vous demander, comme d'habitude, comme à chaque fois, de bien vouloir
replacer dans les cases vierges disséminées sur la couverture les numéros de 1 à 8 qui sont associés à la légende. Mettez-moi sur pause le temps de lire, d'observer et de faire l'exercice pour lequel vous ne devriez pas avoir, je pense, beaucoup de difficultés. En 1, le super-héros Captain America, donc héros du comics né en 1940 et qui porte sur lui des vêtements très moulants qui laissent apparaître son impressionnante musculature, et ces vêtements sont évidemment, ça ne nous aura pas échappé, aux couleurs du Stars and Stripes, c'est-à-dire la bannière étoilée des États-Unis d'Amérique, bien entendu. En 2, un bien vilain communiste avec une trogne de gorille. Le communiste, il tient davantage du vampire ou de l'animal que du genre humain. Et ce vilain communiste, méchant communiste, est en train de passer un bien sale quart d'heure entre les mains de Captain America. En 3, le bouclier de Captain America, vous voyez qu'il est devenu rond déjà en 1954 et décoré bien entendu là encore de la bannière étoilée des États-Unis. En 4, une horde d'envahisseurs communistes coiffés de la casquette à l'étoile rouge, armés jusqu'aux dents et animés des pires intentions. Et comme la casquette en plus est de modèle chinois, eh bien, les auteurs laissent entendre que le communisme, au fond, n'est pas uniquement soviétique. C'est pas uniquement les communistes soviétiques qui sont la menace, autrement dit l'URSS, mais les Chinois aussi. En 5, le sol sacré des États-Unis, le sanctuaire à préserver coûte que coûte d'une invasion communiste. En 6, tout super-héros, tout personnage d'ailleurs a son faire-valoir. Don Diego de la Vega, alias Zorro, c'est Bernardo, son sourd-muet de domestique. Sherlock Holmes a le Dr Watson comme faire-valoir. Et bien là, Steve Rogers, alias Captain America, a Bucky, un copain de régiment de Captain America, comme faire-valoir du capitaine qui va évidemment sauver son ami. En 7, Electro, le super vilain, arme absolue des soviets, ou des chinois communistes, peu importe. Cette repoussante créature verdâtre électrocute tout ce qu'elle touche. Et enfin, les encadrés de texte accrocheurs en soutien du dessin de couverture afin d'attiser la curiosité du jeune public. Il nous reste maintenant la troisième étape obligatoire dans la démarche d'analyse de l'histoire des arts, à savoir définir, interpréter les objectifs de propagande de l'œuvre, puisque nous avons affaire à une œuvre de propagande véritablement. Donc on va faire comme d'habitude, je vous propose d'associer les bons verbes en gras de la colonne de gauche au complément de phrase de la colonne de droite par des paires de couleurs. Donc retrouver ce qui va avec offrir et qu'il faut colorier en bleu dans la colonne de droite, etc. Donc mettez-moi sur pause, là encore, le temps de faire tranquillement, sereinement le travail. Alors, offrir à l'opinion publique américaine un héros patriotique auquel s'identifier, ça a l'air effectivement de coller, c'est donc le premier objectif de cette œuvre.
dédramatiser la menace pour les États-Unis que représente l'URSS et le communisme, parce que véritablement les années 50 ne sont pas très drôles sur ce plan-là. On a une véritable phobie euh, de ce qu'on appelle la cinquième colonne, c'est-à-dire d'infiltrer d'agents du communisme qui se cachent partout, jusque dans votre propre famille. Il y a véritablement ce que l'on va appeler une chasse aux sorcières qui va se mettre en place aux États-Unis dans les années 50, sous la direction d'un sénateur américain, Joseph McCarthy, qui va faire les pires ennuis, par exemple à un Charlie Chaplin qu'il va accuser d'être un agent infiltré du bolchevisme à Hollywood, et qui obtiendra de Chaplin qu'il quitte les États-Unis pour partir se mettre à l'abri en Europe et plus précisément en Suisse. Et encore, McCarthy aurait préféré voir Chaplin en prison, et pourquoi pas même passer à la chaise électrique. C'était une époque vraiment très lourde aux États-Unis, les années 50, parce qu'on soupçonnait n'importe qui d'être un communiste. On considérait que les communistes étaient présents jusque dans les rangs de l'armée, et ça, évidemment, c'est passablement inquiétant dans la sphère politique, véritablement partout, jusque dans les services secrets américains qui étaient pourtant chargés de combattre le communisme. Donc c'est une ambiance très étouffante, et il faut pouvoir permettre aux gens de respirer et de montrer que bah oui, d'accord, peut-être que les États-Unis sont, peut-être que l'URSS est une menace, peut-être que le communisme est une menace, mais bon, faut pas s'inquiéter, il y a Captain America. On célèbre au passage les valeurs patriotiques incarnées par les États-Unis, à commencer par la liberté, la démocratie, le bien. Effectivement, Captain America est un type bien qui se bat pour le monde libre. Le but, c'est aussi de mobiliser, de sensibiliser la jeunesse au combat pour la défense du mode de vie américain. Et oui, après tout, toi aussi, tu peux devenir jeune américain, tu peux devenir une sorte de Captain America. Et enfin, il s'agit de ridiculiser tout en le diabolisant l'ennemi communiste dans le contexte de la guerre froide, mi-homme, mi-singe, mi-chinois, mi-communiste, méchant, lâche, puisqu'ils attaquent en horde, mais on ne se fait pas de soucis. On voit bien, on devine bien que Bucky va être sauvé, on devine bien que les hordes communistes, Captain America va en faire de l'écrabouillé de communistes, et puis on sent bien que Electro va prendre un coup de jus, et il ne va pas triompher de Captain America, évidemment. On est au pays aussi du happy end, de la fin heureuse. Toute bonne histoire se finit bien. Le bien triomphera du mal. Alors effectivement, un petit mot sur le contexte américain des années 50. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec Joseph McCarthy, un certain nombre d'Américains voient le danger partout. Communism, America's Mortal Enemy. L'ennemi mortel des États-Unis, c'est l'affiche à droite de la diapo, avec un poignard planté en plein cœur des États-Unis par un point avec un tatouage, la faucille et le marteau. Ça n'a rien de très très subtil, on est vraiment dans de la propagande de guerre, mais parce que les États-Unis se considèrent en guerre, et y compris sur leur propre territoire. Donc il y a véritablement une psychose, une phobie, c'est important, j'insiste dessus, d'autant que les États-Unis ne sont plus les seuls à posséder la bombe atomique. Les soviétiques ont réussi à mettre au point leur propre bombe atomique, d'ailleurs en volant le secret de fabrication aux Américains.
Et ça, pour les Américains, c'est une très 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 mauvaise nouvelle quand en 1949, l'URSS fait sauter à l'air libre sa première bombe atomique. Parce que dorénavant, l'URSS peut envisager d'atteindre le sanctuaire que représente le territoire des États-Unis et peut donc anéantir la population américaine. Ce qui explique que dans les années 50, eh bien, des gens ont fait fortune, aussi bien des épiciers que des marchands de piscine. Les épiciers parce qu'ils ont vendu des kits de survie en cas d'attaque nucléaire, hein, alors évidemment avec des boîtes de conserve, de quoi tenir, mais où? Eh bien dans les abris nucléaires, parce que justement comme vous le montre la photo en bas à gauche, on ne vend pas que des piscines, on vend aussi des bombes, excusez-moi, des abris nucléaires, c'est-à-dire que les familles qui en ont les moyens se font construire des abris anti-atomiques pour protéger leur famille, parce qu'on est persuadé qu'un jour ou l'autre les États-Unis seront attaqués par l'URSS et bien entendu seront attaqués par surprise. Cela va de soi, sans déclaration de guerre, traîtreusement. Je vous rappelle que dans la démarche d'histoire des arts, il reste une quatrième étape qui est facultative, mais c'est quand même mieux d'accomplir la démarche jusqu'au bout. Et cette quatrième étape, c'est de prolonger l'objet artistique étudié et d'établir des correspondances avec d'autres œuvres. Et quand je pense à Captain America Comic Smasher, eh bien, il me vient évidemment à l'esprit le film Rocky IV, interprété par Sylvester Stallone, scénarisé par Sylvester Stallone et réalisé par Sylvester Stallone, hein, qui s'est vraiment beaucoup investi dans ce film. Ce film sorti en 1985, j'allais dire dans le monde entier, ben non, justement pas en URSS, hein, pas dans les pays du bloc communiste, parce que ce film est à sa manière également une œuvre de patriotisme, de propagande patriotique américaine, mais aussi une œuvre de propagande anticommuniste, parce que l'on voit sur un ring, cette fois-ci, deux boxeurs s'affronter, représentant chacun l'une des deux superpuissances, les États-Unis d'Amérique pour Rocky Balboa, et puis pour le méchant soviétique, je me rappelle d'ailleurs plus son nom, je crois qu'il s'appelle Zenko, mais j'en suis plus tout à fait sûr. Eh bien, c'est l'affrontement des deux superpuissances, c'est la guerre froide qui se déroule sur un ring à travers ce film. Et d'ailleurs, le public américain ne s'y est pas trompé. Les cinémas qui ont projeté le film ont été obligés de prendre des assurances spéciales, voire de faire payer plus cher les places de cinéma, parce que les spectateurs se prenaient tellement au film qu'ils en cassaient littéralement les fauteuils. Il fallait remplacer les fauteuils après chaque projection. Ça ne devait pas être très rentable pour les cinémas en question, parce que véritablement, le méchant était vraiment, vraiment méchant. C'est le moins. Drago, ah oui, Drago, Drago comme dragon, voilà. C'est pas Zenko, c'est Drago. Et Drago, c'est le grand méchant qui va commencer le film en tuant le meilleur ami de Rocky, qui en plus était un noir, donc vous voyez, on peut même accuser Drago d'être raciste par la même occasion, et évidemment en voulant sauver, enfin en voulant, comment dirais-je, venger son ami, eh bien Rocky Balboa va aussi venger l'honneur des États-Unis, donc bien sûr il va en prendre plein la figure, Rocky, d'autant que Drago est dopé à mort. Drago, c'est plus une machine qu'un être humain. Donc Rocky Balboa va en prendre plein la gueule, si vous me passez l'expression. Mais évidemment, à la fin, il va triompher. Et il va triompher à Moscou, c'est-à-dire chez l'ennemi. Et il va triompher à la loyale, chez l'ennemi.
devant les portraits de Lénine, de Friedrich Engels, de Karl Marx, de Staline, c'est-à-dire tous les dirigeants passés du socialisme et du bolchevisme et du communisme. Et alors ce qui est drôle, mais ça on ne pouvait pas le savoir à l'époque, c'est que ce film est véritablement prémonitoire. Il annonce la victoire des États-Unis qui se déroulera pour de vrai 4 années plus tard, puisque le film date de 1985 et qu'en 1989, l'Union soviétique entre en agonie et que cette agonie sera marquée par la chute du mur de Berlin, mais je vous expliquerai tout cela le moment venu. Autre correspondance qui vient naturellement à l'esprit, parce que en plus c'est à peu près à la même époque, hein, il y a quelques mois seulement d'écart entre Superman et puis Captain America. On est obligé de penser effectivement au personnage qui est le tout premier dans l'histoire des super-héros de comics, de bande dessinée, créé par Siegel et Schuster, hein, Superman, qui, comme vous le voyez sur l'image de droite, va lui aussi servir loyalement les forces armées de son pays. On aperçoit un soldat de l'armée de terre à droite, un marin de l'US Navy à gauche, et ils sont bras dessus bras dessous avec Superman. Superman qui n'est pourtant pas américain, hein, c'est un extraterrestre qui vient de la planète Kryptonite, mais il a choisi son camp, il a choisi le camp du bien, il a choisi le camp de la liberté. C'est un bon gars le Superman. Et le Superman, comme d'ailleurs Captain America, dans ses aventures de papier, va rencontrer le Führer qui va lui aussi passer un sale quart d'heure entre les mains de Superman, hein, qui en profite pour dénoncer le racisme, l'antisémitisme des nazis. Et vous voyez que les deux blondinets, là, les deux Ariens, ils pèsent pas lourd face au knockdown de Superman. Et enfin, je voudrais conclure par ces cartoons qui ont bercé mon enfance, peut-être même encore la vôtre, quoique c'est moins sûr, hein, parce qu'on n'est pas tout à fait du même âge. Ces cartoons, donc c'est-à-dire que là, on n'est plus dans la bande dessinée, mais dans le dessin animé, hein, les Looney Tunes. Et les Looney Tunes ont participé à l'effort de guerre. Alors c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas eu besoin de leur faire combattre le communisme pendant les années de guerre froide, mais je voulais vous montrer effectivement que la guerre culturelle a mobilisé Daffy Duck, le canard, mais aussi Bugs Bunny à de nombreuses reprises, et que la jeunesse est encore une fois la cible idéale de la propagande. Donc il est logique que les cartoons, que les comics participent à l'effort de guerre, la guerre culturelle, hein, dans le cadre de la guerre totale. Et donc on voit ici Daffy dans The Commando, un dessin animé de 1943 qui va en faire voir de toutes les couleurs aux nazis. De la même façon que Bugs Bunny va tourner en bourrique le Jap, hein, parce que je vous le rappelle, hein, pour les Américains de la Seconde Guerre mondiale, le pire ennemi, le véritable ennemi, le lâche qui a attaqué les Américains par surprise sans déclaration de guerre, c'est le Japonais. C'est pas tellement le nazi. Le pire, c'est le Japonais. Et puis, dans Hair Meets Hair, là, il y a un jeu de mots... parce que quand le lapin rencontre le gros monsieur, c'est Hermann Göring, le numéro 2 du parti nazi, qui est ridiculisé dans ce dessin animé sorti à la fin de la guerre. Eh bien, on voit que la bande dessinée, le dessin animé ne sont finalement pas des arts mineurs quand il s'agit de participer à un effort de guerre, fût-elle culturel. Voilà, eh bien on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura un peu surpris, que ça vous aura
intéressé. Et donc si vous êtes chétif et malingre, eh bien gardez espoir, hein. Si vous faites les bonnes rencontres, vous deviendrez peut-être un jour un capitaine France, sait-on jamais, un super-héros. Bonne journée, à bientôt.